Parfois, il y a des décisions qui dépassent le simple cadre du football, des décisions qui touchent à l'ADN même de ce sport, à ce qui fait que une Coupe du Monde n'est pas qu'un tournoi, mais un moment universel. Et depuis plusieurs mois, une inquiétude grandit, semaine après semaine, information après information. Plus on se rapproche de cette Coupe du Monde organisée aux États-Unis, plus une impression dérangeante s'installe, quelque chose cloche profondément. On parle pourtant de l'événement le plus rassembleur du football mondial. Une Coupe du Monde, par définition, c'est la planète entière qui se retrouve autour d'un ballon. Des nations, des cultures, des supporters qui voyagent, chantent, se mélangent. C'est ça, la magie. Et aujourd'hui, cette magie semble menacée avant même le premier coup de sifflet. Depuis le tirage au sort, les signaux négatifs s'accumulent. Chaque semaine apporte son lot de polémiques, de restrictions, de décisions difficiles à comprendre. On a d'abord parlé de limitations concernant certains supporters, puis d'exclusion potentielle, ou au minimum de fortes restrictions d'entrée sur le territoire américain pour des fans venus de plusieurs pays. Et là, on ne parle plus de simples détails logistiques. On touche au cœur du problème. Le football n'existe pas sans ses supporters. Une Coupe du Monde sans public venu du monde entier, c'est comme un stade sans tribune. Sur le papier, le match peut se jouer, mais l'âme disparaît. Quand on commence à apprendre que des supporters iraniens pourraient ne pas être autorisés à venir, certains expliquent cela par des tensions diplomatiques. On peut ne pas être d'accord, mais au moins une logique politique est avancée. Même chose pour Haïti. Les autorités évoquent des raisons migratoires ou sécuritaires. Là encore, les explications sont discutables, parfois choquantes, mais elles existent. Mais quand on en arrive à entendre que des supporters sénégalais ou ivoiriens pourraient eux aussi être empêchés de vivre cette Coupe du Monde sur place, là, une ligne est franchie. Parce qu'on ne parle plus de conflit direct entre États. On parle de nations du football, de peuples qui incarnent une ferveur, une joie, une ambiance reconnue partout dans le monde. Et c'est là que le malaise devient profond. Déjà, sur 48 équipes qualifiées, plusieurs risqueraient de jouer sans leurs supporters, pas parce qu'ils n'ont pas envie de venir, mais parce qu'ils ne pourront tout simplement pas entrer. Ce n'est plus un détail, c'est une fracture. Ce qui choque encore plus, c'est le contraste. Les supporters africains, qu'ils soient sénégalais, ivoiriens ou autres, sont régulièrement cités comme des exemples d'ambiance positive. À chaque CAN, à chaque grande compétition, ce sont des images de joie, de chant, de couleurs, de communion, très rarement des débordements majeurs. Et pourtant, ce sont eux qui pourraient être absents des tribunes. Imagine un instant une Coupe du Monde où le Sénégal réalise un parcours exceptionnel parce que sportivement, il faut le dire, cette sélection a des arguments sérieux. Une des équipes africaines les plus solides de ces dernières années. Maintenant, imagine ce parcours sans ses supporters, sans ce mur de chants, sans ces drapeaux, sans ces scènes de liesse qui restent gravées dans l'histoire. Est-ce qu'une épopée a la même saveur quand elle se vit à distance ? Quand on repense aux grandes surprises de l'histoire, le Maroc récemment, la Turquie en 2002 ou d'autres parcours marquants, on se souvient évidemment des matchs, mais aussi et surtout des tribunes, des visages, des larmes, des chants. Enlever ça, c'est retirer une partie du récit. Et pendant que tout cela se met en place, un autre élément inquiète, la position de la FIFA. Beaucoup espéraient une institution capable de poser des limites, de rappeler que le football mondial ne peut pas être remodelé uniquement selon les règles d'un pays hôte. Mais les signaux envoyés jusqu'ici vont dans l'autre sens. Une FIFA qui semble s'adapter, se plier, accepter des changements profonds sans réelle résistance visible. Car au-delà des supporters, ce sont aussi les codes du football qui commencent à évoluer. On parle de mi-temps allongé pour intégrer des shows, de pauses supplémentaires, de formats pensés davantage pour le spectacle que pour le jeu. Certains diront que ce n'est pas grave, que le football a toujours évolué, peut être. Mais la question reste la même. Jusqu'où peut-on aller sans perdre l'essence du sport? Ce qui dérange le plus, au fond, ce n'est pas le changement, c'est la direction que prend ce changement. Quand les décisions semblent exclure plutôt que rassembler, quand certaines nations se sentent mises à l'écart, quand l'équité sportive et culturelle paraît menacée, alors l'inquiétude est légitime. Dans la suite, maintenant qu'on a posé le contexte et compris pourquoi cette Coupe du Monde suscite autant de tensions, on va regarder plus en profondeur les conséquences possibles sur le terrain, sur les sélections concernées et sur l'avenir même du football international, parce que ce qui se joue ici dépasse largement une simple organisation de tournoi. Maintenant, on va aller plus loin, parce que derrière l'indignation, derrière la colère compréhensible, il y a des conséquences très concrètes et pas seulement symboliques. Ce qui est en train de se jouer avec cette Coupe du Monde, c'est pas juste une polémique médiatique de plus, c'est un précédent.
Pourquoi ce sujet compte autant? Parce que le football international fonctionne sur un équilibre fragile, un équilibre entre le sportif, le populaire, le politique et l'économique. Et quand l'un de ces piliers prend trop de place, tout le reste vacille. Aujourd'hui, ce que beaucoup redoutent, c'est que l'organisation de cette Coupe du Monde marque un basculement durable du centre de gravité du football mondial. C'est un peu comme une équipe qui change brutalement de système en plein match. Sur le papier, ça peut sembler logique, mais si tu ne respectes pas les profils, les automatismes, l'identité du groupe, tu perds tout ce qui faisait ta force. Le football, c'est pareil. Il a une culture, des codes, une mémoire collective. Sportivement déjà, l'impact potentiel est énorme. Jouer une Coupe du Monde sans ses supporters, ce n'est pas anodin. On a souvent tendance à sous-estimer ce facteur, mais à très haut niveau. L'environnement compte, les chants, les encouragements, la pression mise sur l'adversaire, tout ça influence un match. Pas de manière magique, mais mentale. Et le mental, dans un tournoi aussi long et intense, c'est souvent ce qui fait la différence. Prenons le cas du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Ce sont des sélections qui s'appuient beaucoup sur l'énergie collective, sur une dynamique de groupe, sur une fierté nationale très forte. Enlever leurs supporters, c'est comme retirer une couche de protection émotionnelle. Les joueurs peuvent rester professionnels, concentrés, mais inconsciemment, quelque chose manque. Et à l'inverse, les adversaires, eux, jouent parfois presque à domicile. Mais au-delà du terrain, il y a l'image. Une Coupe du Monde sans supporters africains visibles dans les tribunes, c'est un message terrible envoyé au reste du monde. Ça donne l'impression que certaines nations sont tolérées sur le terrain, mais pas vraiment invitées à la fête. Et une Coupe du Monde, justement, c'est censé être une fête globale. C'est là qu'une erreur fréquente apparaît dans le débat. Beaucoup disent, le football, c'est 22 joueurs et un ballon, le reste est secondaire. C'est faux, complètement faux. Le football moderne est un récit, une histoire collective. Et les supporters en sont les personnages principaux, pas les figurants. Sans eux, les images perdent leur force, les souvenirs leur intensité. Autre erreur souvent entendue, penser que ces décisions n'auront aucun impact à long terme. En réalité, elles créent un précédent dangereux. Si un pays hôte peut, pour des raisons politiques internes, décider qui a le droit ou non de venir soutenir son équipe, alors demain, qu'est-ce qui empêche d'autres restrictions, d'autres exclusions? Le risque, c'est une Coupe du Monde à géométrie variable, où tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Et puis, il y a la question de la gouvernance. Beaucoup espéraient que la FIFA jouerait un rôle d'arbitre, de garant des valeurs universelles du football. Mais ce que l'on observe, c'est plutôt une relation de dépendance. Quand une organisation semble incapable ou peu désireuse de s'opposer au choix du pays hôte, cela interroge. Pas sur un homme, pas sur un pays, mais sur le système dans son ensemble. On entend parfois les sélections n'ont qu'à boycotter. Sur le principe, l'idée peut sembler forte, mais dans les faits, c'est extrêmement complexe. Boycotter une Coupe du Monde, c'est priver des joueurs d'une chance unique, parfois la seule de leur carrière. C'est aussi exposer les fédérations à des sanctions lourdes. Et surtout, si seules certaines régions du monde le font, l'impact est limité. C'est pour ça que ce débat dépasse largement l'Afrique et concerne l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Asie. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les supporters africains qui sont touchés. Mais demain, qui sait, le football fonctionne par cycle. Ce qui est accepté une fois devient plus facile à accepter la fois suivante. Alors passons maintenant à l'analyse plus fine. Comment cette Coupe du Monde risque de se dérouler concrètement sur le plan du jeu, de l'ambiance, des dynamiques de match? Quels seront les signaux à surveiller, les adaptations possibles et surtout comment le football peut être résisté à cette transformation profonde? Dans la suite, on va entrer dans le cœur du terrain. Alors passons au cœur du terrain. Parce qu'au-delà des discours, ce sont les matchs qui vont parler. Et cette Coupe du Monde, si les scénarios redoutés se confirment, risque d'avoir une physionomie très particulière. Concrètement, comment ça peut se traduire? D'abord, par des ambiances très déséquilibrées. On pourrait se retrouver avec des stades remplis majoritairement de supporters neutres ou de fans locaux face à des sélections habituées à jouer avec une forte ferveur derrière elles. Ce n'est pas neutre. Certaines équipes savent mieux gérer ce type de contexte que d'autres. Les nations européennes, par exemple, ont l'habitude de jouer loin de chez elles, dans des environnements parfois froids. Pour beaucoup de sélections africaines ou sud-américaines, l'apport du public fait partie intégrante de leur identité compétitive. Il faudra donc observer dès les premières minutes certains signaux clés, l'intensité dans les duels, la communication entre les joueurs, la manière dont une équipe réagit après un but encaissé ou marqué. Quand les supporters sont absents, ces moments-là deviennent des tests mentaux. Est-ce que le banc prend le relais? Est-ce que les leaders sur le terrain arrivent à recréer une dynamique interne?
Tactiquement aussi, il peut y avoir des adaptations. Une équipe privée de son public peut chercher à sécuriser davantage ses matchs, à réduire la prise de risque, surtout dans les phases de groupe. On pourrait voir des blocs plus prudents, moins d'emballement émotionnel. À l'inverse, certaines sélections pourraient profiter de cette neutralité pour imposer leur tempo sans pression extérieure. Mais attention à une autre illusion fréquente. Croire que l'absence de supporters pénalise forcément toujours la même équipe, ce n'est pas automatique. Parfois, un groupe très expérimenté, très soudé, peut transformer cette situation en motivation supplémentaire. Le fameux sentiment de tout le monde est contre nous. Mais ça demande une maturité énorme et surtout un encadrement solide. Et c'est là que les synergies internes deviennent essentielles. Le lien entre le staff et les cadres, la relation entre le milieu de terrain et la défense, surtout dans les moments faibles, la capacité d'un attaquant à calmer le jeu, à obtenir des fautes, à faire respirer le bloc, ce sont ces détails qui, sans l'appui des tribunes, prennent une importance décuplée. Autre point clé, la gestion des temps morts. Les pauses fraîcheurs, les arrêts prolongés, les interruptions plus fréquentes. Si elles sont mal utilisées, elles cassent le rythme. Si elles sont bien exploitées, elles deviennent de véritables mini-coaching. Les équipes les plus intelligentes sauront s'y adapter, en restant concentrées, en évitant la frustration, en gardant leur fil conducteur. Maintenant, parlons des scénarios alternatifs, parce que le football n'est jamais linéaire. Il est possible que certaines restrictions soient assouplies à la dernière minute. Il est possible aussi que des solutions intermédiaires émergent, visas spécifiques, quotas de supporters, dispositifs temporaires, rien n'est totalement figé. Et c'est pour ça que la pression collective, médiatique, institutionnelle compte. Il faudra aussi surveiller la réaction des autres sélections. Pas forcément des boycotts massifs, mais des prises de position, des gestes symboliques, des messages implicites. Le football a cette capacité unique à faire passer des messages sans slogan, juste par des actes. Comment saura-t-on si cette Coupe du Monde bascule du bon ou du mauvais côté? Il y aura des indicateurs simples. Si les tribunes sonnent creux malgré des affiches de haut niveau, si les célébrations paraissent fades, si les images fortes viennent uniquement du terrain et plus des gradins, ce seront des signaux d'alerte. À l'inverse, si malgré tout certaines ambiances se recréent, si les joueurs arrivent à embarquer le public local, si des histoires inattendues émergent, alors le football aura, une fois de plus, montré sa capacité de résilience. Beaucoup se posent déjà les mêmes questions. Pourquoi cette Coupe du Monde semble si différente avant même de commencer? Parce que le cadre extrasportif prend une place inhabituelle. Pourquoi la question des supporters est-elle si centrale? Parce qu'ils font partie intégrante du jeu, même s'ils ne touchent pas le ballon. Pourquoi les matchs amicaux ou les tournois préparatoires ne donnent-ils aucun indice fiable? Parce que la pression, le contexte et l'enjeu n'ont rien à voir. Si tu veux suivre cette Coupe du Monde en supporter expert, il y a quelques réflexes simples. Regardez comment les équipes entrent dans leur match, pas seulement le score. Observez les leaders, pas uniquement les stars. Notez les moments où une équipe semble perdre pied émotionnellement. Et surtout, gardez du recul. Le football reste imprévisible. Et justement, un rappel important, le football n'est jamais une science exacte, pas de certitude absolue, pas de vérité définitive. Respect des joueurs, des peuples, des supporters, vérification des informations, refus de la haine et des amalgames, c'est aussi ça, aimer ce sport. Si ce sujet te touche, si tu penses que le football mérite mieux que des décisions prises sans tenir compte de son âme, alors n'hésite pas à t'exprimer. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage ton point de vue en commentaire. Le débat est ouvert et il doit rester vivant. Dans la prochaine analyse, on se penchera sur un autre aspect clé de cette Coupe du Monde, les équipes qui pourraient tirer leur épingle du jeu dans ce contexte si particulier. À très vite. Dans la suite, il y a une dernière chose qu'il faut poser calmement, sans excès, sans slogan, parce que ce débat, s'il reste uniquement émotionnel, risque de se perdre. Or, l'enjeu est trop important pour ça. Le vrai danger, ce n'est pas uniquement cette Coupe du Monde en particulier. Le vrai danger, c'est ce qu'elle pourrait normaliser. Quand tu acceptes qu'un pays hôte puisse remodeler profondément l'expérience football, l'accès des supporters, le rythme des matchs, la place du spectacle extrasportif, tu ouvres une porte. Et une porte ouverte dans le football international, elle ne se referme presque jamais complètement. C'est un peu comme quand on a commencé à parler de formats élargis, de compétitions plus longues, de calendriers surchargés. Au départ, c'était présenté comme une exception. Aujourd'hui, c'est devenu la norme et très peu de gens ont encore le pouvoir de freiner ce mouvement. Ce qui inquiète beaucoup d'observateurs, c'est cette impression que le football devient un produit avant d'être un langage universel. Un produit avec des codes, des impératifs, des contraintes qui ne viennent plus du terrain, mais de l'extérieur.
Or, le football a toujours été fort justement parce qu'il résistait au moins partiellement à ça, parce qu'il gardait une part d'imprévisible, de populaire, de chaotique même. Et c'est là que les sélections, les joueurs, les supporters ont encore un rôle, pas forcément en criant plus fort, mais en rappelant par leurs choix, par leurs paroles mesurées, par leurs attitudes, ce que représente une Coupe du Monde, une compétition où chaque nation doit pouvoir se sentir pleinement légitime, pleinement représentée, sur le terrain comme dans les tribunes. Il ne s'agit pas de dire que tout est perdu. Le football a traversé des crises, des scandales, des dérives, et il est toujours là, mais il a besoin de vigilance, il a besoin de mémoire. Se souvenir de ce qui fait qu'un match reste dans l'histoire, pas seulement un but ou un score, mais une image, une émotion, un peuple qui vibre. Si, malgré tout, cette Coupe du Monde parvient à produire ces moments-là, alors elle aura sauvé l'essentiel. Mais si elle échoue à rassembler, si elle fragmente encore plus, alors elle restera comme un tournant, pas forcément celui qu'on voulait. Et c'est pour ça que ce débat ne doit pas s'éteindre, ni dans la haine, ni dans l'exagération, mais dans l'exigence. L'exigence envers les instances, l'exigence envers les organisateurs. Et aussi l'exigence envers nous-mêmes en tant que passionnés. Le football n'appartient à aucun pays, à aucune institution, à aucun dirigeant. Il appartient à ceux qui le vivent, sur le terrain et dans les tribunes. On se retrouve très vite pour continuer à analyser, à comprendre et surtout à défendre ce qui fait la beauté de ce sport.